Ouais, rebonjour, maintenant que tout le monde est là ou presque. Merci pour votre participation à ce jeudi de TI consacré aux biostimulants et aux résultats du projet Biostim Colza. Pourquoi ce webinaire? Parce que l'intérêt des agriculteurs pour les produits biostimulants est de plus en plus important pour améliorer le fonctionnement de leur système de production. L'efficacité de ces produits est souvent questionnée, c'est pourquoi le projet Biostim Colza a travaillé pour développer une méthode d'évaluation des biostimulants sur une plante pilote, le colza d'hiver. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole à Cécile Legal, chargée d'études environnement et agriculture biologique chez Terrinovia. Avant, comme d'habitude, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Cécile, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Charmée voilà, de vous trouver ou de vous retrouver voilà, pour ce nouveau jeudi de TI consacré donc, au projet Biostim Colza. Donc, le projet Biostim Colza donc, a été conduit de 2020 à 2024. Donc, il s'est terminé vraiment très récemment. Donc, les résultats sont encore tout frais ou tout chauds. Euh, on est ici pour discuter en fait méthodologie d'évaluation des biostimulants. Donc, pour prévenir toute frustration, on ne parlera pas aujourd'hui d'évaluation des produits en tant que tel, en tout cas de résultats d'évaluation, mais bien méthodologie. Donc, pourquoi on s'est posé cette question-là, et notamment sur la culture du colza, c'est que vous avez dû le percevoir, en tout cas voilà, dans votre entourage professionnel, les biostimulants sur colza, eh bien, ce sont des produits avec une utilisation croissante, hein, puisqu'on estime aujourd'hui qu'entre 10 et 25 des surfaces de colza ont reçu une application de biostimulants au cours du cycle de la culture. Alors, vous pouvez voir que les chiffres varient selon les sources. Ce que nous disent ces sources, j'allais dire de manière synthétique, c'est que déjà l'utilisation, en effet, augmente d'année en année. Si vous comparez le chiffre de l'enquête Terrinovia 2020 et 2024, vous pouvez voir que ça a été multiplié par 2. Et surtout que le colza est l'une des plantes parmi les grandes cultures sur lesquelles on applique le plus de biostimulants. C'est ce que nous révèle l'enquête Kinetech. Alors, l'utilisation de ces biostimulants, elle a repositionné donc dans son contexte, c'est-à-dire on le sent, une progression qui est liée à une volonté de plus en plus de réduire l'utilisation des intrants, alors produits phytosanitaires et engrais, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, on a un retrait, hein, soit qui est déjà en cours, soit qui est annoncé de différentes molécules au niveau des produits phytosanitaires qui sont aujourd'hui pardon, largement utilisés sur colza, comme par exemple le Fosmet, hein, on en parle beaucoup en ce moment, qui va faire que finalement les agriculteurs vont avoir à gérer des stress biotiques, peut-être avec moins de solutions voilà, qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, donc en même temps, on note une recrudescence, hein, des aléas climatiques qui viennent pénaliser en fait de manière, j'allais dire relativement aléatoire, mais aussi relativement forte, les performances de la culture. Donc par rapport à tout ça, en fait, on note que les agriculteurs sont en recherche, voilà, de solutions pour arriver à tamponner en fait l'effet de ces stress et maintenir leurs performances. Et ils se posent la question, voilà, de l'intérêt des biostimulants en fait dans le panel de solutions disponibles. Alors, si on parle de biostimulants, on va prendre quelques instants pour s'arrêter sur la définition. Donc, les biostimulants aujourd'hui ils sont définis au niveau européen dans le cadre du règlement sur les matières fertilisantes et supports de culture, donc qui date de 2019, mais dont l'entrée en vigueur a été faite en 2022. Et ce que nous dit cette définition, c'est qu'un biostimulant, c'est un produit qui stimule les processus de nutrition des plantes indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient. Donc là, on voit bien une différenciation d'une part par rapport aux produits de biocontrôle, puisqu'on fait bien mention, hein, des processus de nutrition et pas de défense des plantes, et une différenciation aussi par rapport aux engrais. Et donc oui, donc nos produits biostimulants, donc ce sont des produits qui stimulent des processus métaboliques au sein de la plante, et le but ultime, hein, quand même, c'est d'améliorer une ou plusieurs caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère, qui sont donc regroupées aujourd'hui en fait autour de 4 indications, qui sont l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs par la plante, la tolérance au stress abiotique, donc là, on peut avoir une gamme de stress quand même assez large, couverte, mais voilà, c'est restreint à cette revendication-là. Les caractéristiques qualitatives ou la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et la rhizosphère. Donc, par rapport à cette définition, ce qu'il faut arriver, j'allais dire, à bien mettre en lumière. Alors attendez, pour le coup, chez moi, ça passe plus. Si, c'est bon.
c'est qu'un biostimulant, donc c'est une molécule, c'est un produit en fait qu'on va appliquer sur une plante. Ce produit va agir comme un signal et ce signal, il va devoir être interprété par la plante. Et une fois que cette interprétation sera faite, bah, la plante va, j'allais dire, va y répondre. Et cette réponse, en fait, elle va être variable selon l'état de la plante et les facteurs environnementaux dans lesquels en fait elle croît. Donc, ce que ça nous fait dire, c'est que finalement, on aura toujours besoin, en tout cas, d'évaluer la réponse d'un biostimulant sur l'espèce qui nous intéresse et dans les conditions potentielles d'utilisation du produit, que ce soit le système de culture, le sol, le climat, etc. Et une fois qu'on a dit ça, bah, ça nous fait poser quand même différentes questions. La première, qui semble assez triviale, c'est comment on évalue l'impact ou l'effet d'un biostimulant sur une plante. Alors, j'allais dire, ça paraît trivial parce que je vous ai dit, il y a 4 revendications. Bah, le plus simple, c'est d'évaluer l'efficacité du produit par rapport à ces revendications. J'allais dire, ça, c'est la réponse première. La deuxième réponse, si on essaie d'aller un petit peu au-delà, c'est qu'on se dit, bah, finalement, l'objectif, c'est de stimuler un processus de nutrition, mais c'est aussi pour augmenter les performances finales de notre culture. Donc, est-ce qu'on n'irait pas finalement évaluer l'impact sur le rendement? Et si on pousse encore un peu le curseur, ben, on se dit, bah oui, mais le biostimulant, s'il permet d'améliorer les processus de nutrition, peut-être qu'on aura peut-être par exemple moins besoin de mettre d'engrais, donc on aura une réduction des charges opérationnelles. Donc est-ce qu'on n'évaluerait pas aussi son impact vis-à-vis de la marge de la culture? Donc on peut décliner, j'allais dire, ce cheminement sur d'autres critères. Mais voilà, ça vous montre que finalement la réflexion, elle n'est pas si triviale que ça. Et à côté de ça, ce qui nous intéressait aussi au niveau de Terrinovia, c'est que là, on parle bien d'un produit qui va stimuler. Donc, il va y avoir une action sur le métabolisme de la plante. Et on aurait bien aimé pouvoir avoir un œil justement sur cette action de stimulation. Comment est-ce qu'on peut prouver finalement que le biostimulant, il a bien agi sur le métabolisme de la plante? Donc, on a essayé de travailler ces 2 questions, en fait, au sein du projet dont je vous parlais au départ, donc le projet, Biostim Colza. Donc c'est un projet qui a été financé par, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, donc c'est ce que je vous disais sur la période 2020-2024 qu'au passage nous remercions. Et c'est un projet qui a associé donc Terrinovia, porteur, du projet, et 3 partenaires, donc l'INRAE au travers de l'UMR, IGEP situé à Rennes, l'université de Caen au travers de l'UMR EVA situé à Caen et Rythmo Agro-Environnement situé à Colmar. Donc, comment on a construit le projet pour pouvoir répondre à ces questions? Donc, je vous disais, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on arrive à évaluer l'impact d'un biostimulant. Donc, pour arriver en fait à mettre les premiers éléments de réponse, on s'est dit qu'il était intéressant en fait, voilà, de regrouper, de consulter en tout cas un groupe d'experts qui avaient l'habitude de travailler sur le sujet, hein, puisque l'évaluation des biostimulants, on l'a travaillé à Terrinovia, mais pas que. Et là, l'idée, c'était à partir en fait voilà, de la consultation de ce groupe d'experts, c'était d'identifier voilà, un premier set d'indicateurs et de modes opératoires associés qui seraient intéressants finalement à tester sur le colza. Ces indicateurs et ces modes opératoires, on avait dans l'idée justement de les mettre à l'épreuve, donc au sein d'une part d'expérimentation conduite en conditions contrôlées et d'expérimentation au champ. On a bien différencié les deux parce que bah, de toute façon, j'allais dire, les facteurs environnementaux qui vont jouer sur l'efficacité des biostimulants ne sont pas du tout contrôlés de la même manière entre ce type d'expérimentation. Les conditions de culture sont aussi différentes. Donc, ça nous est dire qu'il y avait quand même des méthodes à mettre au point pour les conditions contrôlées et pour les conditions d'expérimentation au champ. Dans cette mise à l'épreuve en conditions contrôlées, là, c'est la partie qui vous est symbolisée dans l'action 2. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de concentrer, j'allais dire, notre travail sur 2 revendications qu'on avait prédéfinies, j'allais dire, dans le cadre du projet, qui étaient la meilleure tolérance au stress abiotique, pardon, et en particulier au stress hydrique et à la carence nutritionnelle. Pour ce faire, en fait, donc on a mis en place des expérimentations au sein desquelles on a appliqué donc des biostimulants qu'on avait aussi définis a priori sur des plantes qui étaient en condition de stress ou non. Et en fait, au-delà, j'allais dire, de mettre à l'épreuve nos indicateurs, ce que nous a servi en fait ces expérimentations, c'est d'arriver à identifier en fait des échantillons d'intérêt pour par la suite essayer d'identifier ce qu'on a appelé nous des gènes signatures de l'effet des biostimulants, c'est-à-dire que sur des plantes issues de nos expérimentations sur lesquelles on avait pu voir, on avait un effet avéré en fait au niveau physiologique de la plante des biostimulants, eh bien, c'était en fait de passer ces plantes au crible de l'analyse transcriptomique hein, pour voir en fait quels gènes s'étaient exprimés différentiellement par rapport aux témoins. Et ensuite, à partir de ce pool identifié, finalement, de voir si on pouvait
identifier voilà, des gènes qui pourraient être signature de de cet effet des biostimulants. On en reparlera un petit peu plus après en détail. Donc, j'allais dire, une fois qu'on a mis tout ça en musique, bah, l'idée qu'on avait à la fin du projet, c'était de se dire, bah, au travers finalement de nos différentes évaluations qu'on aura pu faire aux conditions contrôlées et au champ, et ben, par rapport à notre liste d'indicateurs et de modes opératoires qu'on avait définis au départ, et ben, c'est d'arriver avec une liste d'indicateurs validés, j'allais dire, au sein duquel on réintégrait finalement ces gènes signatures. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, comment on a pu mener les choses au sein du projet. Donc, je vous rappelle, notre première question, c'était comment on évalue l'impact d'un biostimulant. Donc là, on avait choisi de consulter donc, un groupe d'experts. Ce groupe d'experts, on l'a constitué en fait en mixant, j'allais dire, voilà, les expériences, les expériences qui pouvaient être faites. Donc, on a rassemblé des experts de la recherche académique, de la recherche appliquée et puis aussi des firmes qui produisent des biostimulants parce que cette question de l'efficacité des biostimulants, bah, elles s'y sont confrontées, elles aussi, depuis plusieurs années. Donc, on a fait 3 réunions au cours du projet. Malheureusement, tout en visio, on n'a pas pu faire de réunion physique parce qu'on était en cadre Covid. Voilà. On s'est apesant, donc on avait au départ choisi de traiter voilà, un set plus ou moins large de revendications, parce que je vous rappelle, il y en a quand même 4 qui peuvent couvrir des champs plus ou moins importants. Et on a choisi, dans le cadre du projet, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas tout faire, de se concentrer sur 2 revendications, la tolérance au stress hydrique, l'amélioration de la nutrition. Il est venu au fil des discussions, notamment la question aussi de la sous-revendication, si on peut dire, de l'amélioration de la croissance des plantes, puisque quand on parle d'amélioration de la nutrition, l'impact direct de la nutrition, c'est souvent un impact sur la croissance. Alors, l'une des choses qui nous a marqué et qui est sortie de cette consultation, c'est qu'en fait, on avait une nécessité de distinguer parmi tous les indicateurs qui étaient utilisés, j'allais dire en routine par les uns et les autres, de distinguer les indicateurs d'effet strict et les indicateurs de mode d'action. C'est-à-dire qu'un indicateur d'effet, il va valider l'effet attendu du biostimulant par rapport à une revendication ou par rapport à un autre effet attendu d'ailleurs. Ça permet d'évaluer strictement son efficacité. Et à côté, on a des indicateurs de mode d'action qui, eux, permettent de mieux comprendre sur quoi et comment agissent nos biostimulants et qui voilà, nous apportent une information sur le mode d'action, mais ce n'est pas un évaluateur d'efficacité en tant que tel. À savoir, et ça c'est important, j'allais dire un petit peu pour la suite de la présentation, c'est que tout ce qui a trait notamment à la modification de l'expression des gènes, on l'a rangé dans cette dernière catégorie. Le fait qu'on ait des gènes dont l'expression soit modifiée, qui entraîne, j'allais dire, une modification du métabolisme de la plante, etc., bah, finalement, ce n'est qu'un biais pour pouvoir atteindre l'objectif du biostimulant lorsqu'il est appliqué. Donc là, vous avez réparti au sein des 3 tableaux en fait l'ensemble des indicateurs que finalement on a retenus à l'issue du projet. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même une petite quantité, mais finalement pas tant que ça. Vous pourrez voir aussi que dans tout ce qu'on a appelé marqueurs de mode d'action, bah, on les retrouve assez souvent finalement dans les 3 revendications possibles, parce que ce sont des choses, j'allais dire, assez génériques en termes d'indicateurs et qui surtout vont être révélateurs d'un tas de métabolismes possibles, j'allais dire, voilà. Petit point d'intention quand même qu'on s'est posé d'ailleurs entre experts, c'est qu'on s'est posé la question, c'est ce que je vous indiquais au départ, de considérer le rendement comme un indicateur d'effet général. Voilà. On dit qu'un biostimulant, il a un effet sur la nutrition, d'accord, mais finalement, l'impact final, ça va être souvent une augmentation sur le rendement. En tout cas, c'est ça qui va être attendu par l'agriculteur. Ça a été un gros sujet de débat. Il n'a pas été tranché. Donc, nous, ce qu'on a choisi pour le moment de faire apparaître, c'est dans j'allais dire, la sous-revendication amélioration de la croissance. On a la dernière ligne là voilà, qui est effective, qui concerne l'augmentation du rendement. Vous pouvez voir aussi, si vous comparez la taille des tableaux, qu'on a eu pas mal d'idées, on va dire, sur l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de la croissance. C'était des indicateurs qui étaient travaillés par les partenaires en routine. Et c'était un peu moins le cas pour tout ce qui concernait précisément la tolérance au stress hydrique, où là, on a eu des apports plus marqués de la part de la recherche académique. L'ensemble de ces résultats, ils vont être repris donc là à la toute fin du projet. Donc, on est en train de les rédiger sous la forme de fiches, donc avec une fiche par indicateur
qui reprend en fait sa définition et son mode opératoire et tout ce qui va, j'allais dire, avec. Vous avez un exemple de fiche là qui vous est donné sur la droite de votre écran. Et en plus, j'allais dire, de ces fiches par indicateur, on a choisi de faire une fiche plus globale en fait qui reprend finalement les conseils généraux qu'on peut apporter sur les expérimentations qui testent les biostimulants, puisque c'est pas un engrais, c'est pas un produit phyto, donc j'allais dire, on est sur des expérimentations qui sont ni totalement de l'un ni totalement de l'autre, donc ça nous paraissait intéressant de revenir voilà, sur le cadre global des expérimentations. Autre sujet du projet donc, qui nous intéressait beaucoup, c'était de savoir, voilà, est-ce qu'on peut parvenir à évaluer l'action de stimulation d'un biostimulant. Donc pour ce faire, c'est ce que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. On a mené des expérimentations donc en conditions contrôlées. Il y en a eu 4 en tout, sur un set de 9 biostimulants donc on avait présélectionné. On va en reparler tout de suite. Donc ces expérimentations, en fait, elles avaient été réparties entre des expérimentations dites de référence et des expérimentations qui étaient dites miroirs. Nos expérimentations de référence, elles avaient notamment pour but d'avoir un suivi plus approfondi de l'effet physiologique des biostimulants. Et nos expérimentations miroirs, l'objectif au départ, en tout cas, c'était de valider les effets et les conclusions qu'on avait pu voir dans nos expérimentations de référence, parce que c'est ce que je vous disais au départ, quand on applique un biostimulant, on a une réponse qui peut être variable. Donc, on voulait voir voilà, à quel point, en fait, nos résultats étaient robustes dans des conditions d'ambiance qui pouvaient être un petit peu différentes, même si on était en conditions contrôlées. On a appliqué nos biostimulants donc, dans des conditions de croissance optimales et des conditions de stress. C'est-à-dire qu'on avait dans chaque expérimentation, on avait nos plans de conduite en conditions optimales et nos plans de conduite en fait sous un régime de stress qui étaient différents selon l'expérimentation. C'était soit du stress hydrique, soit du stress nutritionnel, en l'occurrence une carence en azote et en soufre. On aurait aimé croiser les deux types de stress au sein des expérimentations, mais là, j'allais dire pratico-pratiquement, c'était trop compliqué à conduire. C'est pour ça qu'on a séparé les deux. Donc, on avait sélectionné 9 biostimulants donc, avec l'aide des différents partenaires qui seront notés dans la suite du projet, donc B1 à B9, avec 3 produits qui étaient plutôt typés stress hydrique, 3 produits plutôt typés stress nutritionnel et puis 3 produits qui étaient un peu plus généralistes et qui étaient tous à base d'algues ou d'acides aminés. On avait choisi de se focaliser que sur 2 familles de produits alors que le choix est beaucoup plus gros. Ça, c'était un choix vraiment de notre part pour éviter aussi d'introduire trop de diversité, j'allais dire, dans les modes d'action des produits. Tous les biostimulants ont été appliqués à un seul stade de culture du colza qui était à B6, B8 pour des raisons, là, j'allais dire, de gestion expérimentale. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour les échantillons de plantes issus de ces expérimentations sur lesquels on avait vu un effet physiologique avéré, on a en fait utilisé ces échantillons pour pouvoir en fait pour pouvoir faire des analyses transcriptomiques et avoir une idée de comment l'expression des gènes avait été modifiée au sein de ces plantes-là, ce qui là va nous servir pour le reste du projet. Quelques images pour vous mettre un petit peu de concret voilà, sur ce cadre général. Donc là, vous avez la photo de 2 expérimentations qui ont été menées. La première à gauche, donc c'était en condition de stress hydrique. On pouvait voir au premier plan. Donc là, on était avec une expérimentation sous tunnel. On avait des plantes qui ont souffert. C'était le but. Mais voilà, en comparaison de derrière de nos témoins qui étaient conduits en condition d'apport optimal en eau. Et à droite, donc c'était une expérimentation conduite sur la thématique stress nutritionnel. Et vous pouvez voir là sur la petite photo du colza en pot que voilà, on avait un stress qui était quand même assez marqué avec une perte de feuilles et voilà, des feuilles qui devenaient violacées, typiques des carences en azote et en soufre. Donc, quel résultat nous avons obtenu? Donc, un fait quand même qui a été marquant, on savait que c'était un risque dans le cadre du projet, c'est qu'en fait, les effets des biostimulants, on les a pas vus à hauteur en tout cas de ce que l'on espérait, très clairement. Et ça a été particulièrement le cas en fait sur les expérimentations qui ont été conduites en stress hydrique, en conditions de stress hydrique. Sur les 2 expérimentations de référence et miroir, on a 2 biostimulants qui ont montré des effets, mais uniquement ponctuels, sur le statut hydrique et sur la biomasse des plantes. On a eu plus de résultats sur notamment l'expérimentation de référence qui s'est conduite donc, en conditions donc, de stress nutritionnel, puisqu'on a 2 biostimulants qui ont montré un effet significatif sur le statut azoté ou soufré des plantes et
pour le coup, juste une tendance à améliorer la biomasse. Et l'indice qu'on avait choisi, nous, comme indicateur de mode d'action, qu'on appelle un indice NBI. Donc, vous devez connaître les indices de teneur en chlorophylle. Et bien là, c'est un indice qui conjugue à la fois un indice de teneur en chlorophylle et un indice de teneur en anthocyane. Donc, quelques, j'allais dire, résultats plutôt visuels. Donc là, justement, issus de cette expérimentation de référence menée en conditions de stress nutritionnel. À gauche, vous avez le témoin non sans biostimulant et conduit en conditions d'alimentation soufre et azote optimale. Au milieu, vous avez toujours notre témoin sans biostimulant, mais conduit en situation de stress. Donc, vous pouvez voir que le stress est quand même bien marqué. Et vous avez à droite le biostimulant B9, conduit en conditions de stress. Et vous pouvez voir que là, les plantes ont quand même visuellement, sont un peu plus grosses et un peu moins carencées que notre témoin conduit en situation de carence. Ça se retrouve sur les résultats, j'allais dire, un peu plus objectivés quand on regarde la quantité d'azote qui est absorbée par la plante et puis notre fameux indice NBI. Vous avez donc tout à gauche notre témoin, donc conduit en conditions d'alimentation optimale en azote et en soufre. Juste à côté, B0, le témoin, mais conduit en conditions de stress. Et vous avez notre fameux B9, là, qui est tout à droite. Et vous voyez qu'on est sur une situation, que ce soit sur l'indice NBI ou sur la quantité d'azote absorbée, qui est intermédiaire entre les deux. Donc, ce qui montre qu'on a eu un effet bénéfique de ces biostimulants sur la plante. Donc, à l'issue de ces expérimentations, c'est ce que je vous expliquais, on a sélectionné donc un set. Ah oui, pardon, petite chose quand même qui est important à préciser sur cette partie sur les expérimentations conduites en stress nutritionnel. Là, je vous présente les résultats de l'expérimentation dite de référence, à savoir qu'on a eu aussi des tendances visibles dans l'expérimentation miroir, mais pas sur les mêmes biostimulants. Donc, ce qui est quand même un fait d'important, on en reparlera un petit peu à la fin. Donc, à l'issue de ces expérimentations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on a isolé des plantes pour lesquelles un effet physiologique des biostimulants avait été observé. Ces plantes, on a extrait leur ARN et on a mené une analyse de leur transcriptome. Donc, pour voir en fait quels étaient les gènes qui avaient été différentiellement exprimés par rapport aux témoins. À savoir que l'analyse transcriptomique, on a choisi de faire une analyse sans a priori. On n'a pas ciblé certains gènes par rapport à d'autres. On voulait voir en fait, voilà, qu'est-ce qui avait bougé dans son ensemble. À partir de ce transcriptome, on a sélectionné en fait des gènes qui nous ont paru quand même être révélateurs de l'efficacité du stimulant. Donc, ces gènes, on choisit ceux dont l'expression avait été modifiée par rapport aux témoins sans biostimulant en conditions de stress. Ça paraissait, j'allais dire, évident. Mais aussi, préférentiellement, ceux dont l'expression n'a pas été modifiée dans les échantillons qu'on a appelés faux positifs, c'est-à-dire que dans nos échantillons, on avait aussi retenu, en tant que témoins faux positifs, des plantes sur lesquelles on avait appliqué des biostimulants, mais où il n'y avait pas eu d'effet visuel observé. Voilà, donc pour essayer d'avoir quelque chose d'assez stringent. Et aussi ceux dont l'expression n'avait pas été modifiée par rapport aux témoins qui avaient été conduits avec le même biostimulant, mais en conditions de croissance optimale. Donc, on cherchait vraiment des gènes révélateurs de l'effet des biostimulants en conditions de stress. Et après, on avait rajouté quand même 2 critères, j'allais dire techniques. Il fallait que le différentiel d'expression par rapport aux témoins soit significatif. Et puis, il fallait que le niveau d'expression du gène soit suffisamment élevé. À l'issue en fait, voilà, de cette approche, on a pu identifier donc 14 à 17 gènes candidats, alors potentiels, on insiste bien sur le mot potentiel parce que, on sait très bien, voilà, que, quand on applique un biostimulant, la réponse de la plante, elle peut être quand même extrêmement variable et donc clairement, la robustesse de ces gènes sera confirmée dans des expérimentations ultérieures. Voilà, mais on va dire, en tout cas, c'est un premier pas. On a pu mener, voilà, notre démarche qu'on avait a priori jusqu'au bout. Voilà, c'était déjà un grand pas pour nous. Alors, en conclusion et perspective, bah, déjà, nous, moi, ce que j'ai pu noter, en tout cas en tant que porteuse de projet, c'est que c'est un projet qui a réuni des partenaires de la R&D, de la recherche académique et puis aussi de la recherche privée autour du sujet, voilà, des biostimulants en colza. Donc, c'est un premier pas. Qui pourra aussi aller vers d'autres démarches. Il y a eu une mise en commun des connaissances, des retours d'expérience des uns et des autres pour essayer de proposer une liste d'indicateurs et de modes opératoires associés que l'on va pouvoir partager à l'issue du projet. Et c'était aussi un premier pas pour identifier, voilà, des gènes impliqués spécifiquement dans l'action des biostimulants en conditions de stress hydrique et de stress nutritionnel. On a pu voir, en tout cas, ce que je vous disais, on a pu dérouler notre approche jusqu'au bout. Voilà, on s'est posé quand même énormément de questions qu'on va essayer de retranscrire sous la forme de
pas de méthodologie la plus complète possible. Et par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que là où le bas, entre guillemets, a blessé, c'est qu'on a eu du mal à avoir un set d'échantillons suffisant pour pouvoir mener justement cette approche d'analyse transcriptomique. Donc, ce qui pose la question de, voilà, est-ce qu'il faudrait refaire quelque chose de similaire, mais en utilisant un réseau d'expérimentation plus large. Et donc, voilà, on a identifié un petit set de gènes candidats potentiels. Et en tout cas, voilà, ça resterait à être validé sur d'autres expérimentations, sur d'autres biostimulants et dans d'autres conditions expérimentales. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, et j'en profite pour le dire maintenant, vous avez pu voir qu'on n'a parlé que de cette action en conditions contrôlées. Voilà, parce que en 20 minutes, on ne peut pas vous présenter tous les résultats du projet, mais à savoir que la partie sur les résultats de l'évaluation au champ, ça sera présenté dans un autre jeudi de TI et qui aura lieu en mars 2025, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui, tout à Voilà. fait. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation très complète. Il y a beaucoup de questions, donc je vous promets qu'on va répondre à toutes les questions, on va prendre le temps qu'il faut pour ça. Alors, première question, je les prends une par une dans l'ordre d'apparition. Les modes opératoires ont-ils été faits selon les normes BIOSTI? Alors selon les normes biostimulantes, après je ne sais pas ce qui est entendu par là. Est-ce que c'est les nouvelles normes qui sont sorties en 2024 ou pas? Nous, les modes opératoires qu'on a proposés par indicateur, c'est ceux qui ont été validés avec l'ensemble des partenaires du projet sur Colza. C'est-à-dire que pour une biomasse, on vous propose un mode opératoire adapté à cette culture-là notamment. Après, sur la partie plutôt, j'allais dire, fiche introductive, là qui présente plutôt les conditions générales sur les méthodes d'expérimentation. Là, en tout cas, on a respecté, j'allais dire, ce qui avait été mis dans la méthode MG15 notamment, donc qui a été mis au point par la CEB et par le RMT Fertilisation et Environnement. Très bien, merci Cécile. J'ai juste après, donc un commentaire, simplement une précision apportée. C'était au début de la présentation. Donc, quelqu'un qui précise qu'il a été montré que le colza peut sélectionner des mycorhizes dans ses racines et la rhizosphère, d'après une étude scientifique parue en 2017. C'est simplement une précision apportée. Merci. Voilà. Une autre question, pourquoi le choix de la culture colza? Car ce n'est pas la physio la plus simple pour étudier un biostime. Alors, c'est une très bonne remarque. Pourquoi le choix de la culture colza? Déjà, j'allais dire au niveau du porteur Terrinovia, je pense que la réponse est assez facile, hein. C'est quand même une culture d'intérêt pour nous. On a engagé, nous aussi, la réflexion en premier sur colza parce qu'on voyait bien que c'était la culture, en tout cas en 2019. Il faut se remettre un petit peu dans un contexte antérieur. C'était la culture sur laquelle on apportait le plus de biostimulants au sein de nos cultures à nous. Et justement, du fait de cette physiologie qui est très particulière, ça nous posait beaucoup de questions. Voilà. Et ça permet Et au effectivement sein des partenaires qui étaient autour du projet, hein, que ce soit l'UMR-IGEP ou l'UMR-EVA, j'allais dire, le colza, c'est une de leurs plantes de prédilection. Donc, c'est ce qui nous a rassemblés aussi. Parfait. Une autre question, avez-vous repéré des biostimulants appliqués en traitement de semences sur colza? L'implantation est en effet une étape cruciale et très sensible au stress hydrique. Alors, pour le coup, ça, c'est une question qui est hors projet. Là, on était sur des biostimulants appliqués par voie foliaire. On en a testé des biostimulants en traitement de semences. Pour le moment, on n'en a pas trouvé avec des résultats extraordinaires, on va dire. Parfait. Une autre question, combien de nombre d'applications en pulvé? Là, pour C'était le coup, on s'est restreint à une seule application. d'accord. Ensuite, pour l'analyse NBI, avec quel appareil et sur quelle feuille et nombre de mesures? Très précis. Si on a la réponse. Oui, 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 excusez-moi. Et je vais avoir oublié le nombre. J'ai oublié le nom de l'appareil. Pour le coup, je le connais bien, mais là, excusez-moi, il m'échappe. C'est un appareil donc notamment qui est beaucoup utilisé par l'université de Caen. Mmh. Sur d'autres expérimentations. C'est un appareil portatif. Et pour le coup, au niveau des feuilles, il faudrait que je revienne sur le protocole en lui-même. Et on avait tagué les feuilles, en effet, pour que ce soit les feuilles qui avaient déjà, enfin, les premières feuilles à avoir reçu le biostimulant. Donc, on avait posé un tag en fait sur sur les feuilles en question, puisqu'après, le colza, il a continué de croître pour avoir ces feuilles-là. Et on a Mmh. regardé aussi quand même l'indice
des feuilles qui avaient cru après. On avait 2 niveaux en fait d'observation. Et alors, c'est la suite de la question. Et à quel stade après application pulvée? Ça ça a été alors plusieurs choses. En fait, on avait choisi de faire le suivi en fait d'ailleurs de cet indicateur, mais pas que. En fait, à différents moments après l'application. Le premier timing, et c'est celui sur lequel en fait on avait concentré pas mal nos efforts. Donc c'était le J+2 après l'application des biostimulants. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au niveau, j'allais dire, en tout cas, notamment expression des gènes, on voit déjà quelque chose en fait à Mmh. ce moment-là. Ensuite, on l'a fait donc après, lorsque on a vu en fait un effet marqué du stress donc sur les plantes. Donc là, en fait, cet effet marqué du stress, en fait, on l'a différencié en fonction de est-ce qu'on s'intéressait au stress hydrique ou est-ce qu'on s'intéressait au stress nutritionnel? Et là, notamment, là, je vous ai présenté les résultats de l'indice NBM, mais on a aussi utilisé un SPAD, donc pour regarder, là, on regardait strictement l'indice de teneur en chlorophylle et on a déclenché notamment on a déclenché en fait cette date de mesure par rapport en fait à l'indice SPAD et à sa chute par rapport au niveau de départ en fait. On avait dit D'accord. qu'il fallait qu'il y ait une chute de 30% en fait de l'indice SPAD pour pouvoir déclencher cette notation. Ensuite, les plantes, elles ont eu une phase de reprise, c'est-à-dire qu'on a relancé ensuite une alimentation hydrique ou azote soufre normal, et on a refait un point de mesure juste enfin, après cette reprise et puis à la fin des expérimentations. Très bien. Et alors Pardon, c'était long. la suite de la question, les conditions en serre pour l'expé miroir, est-ce qu'elles étaient identiques à 100? Et est-ce que la serre était totalement contrôlée? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par totalement contrôlé, c'est-à-dire qu'on pouvait contrôler les conditions d'ambiance, luminosité, température, hygrométrie. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Est-ce que alors, ce qu'on avait fait aussi, et ça je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que notamment pour les expérimentations conduites en stress hydrique, donc elles étaient sur terreau, parce que les faire sur perlite vermiculique, c'est pas possible. Et donc là, on avait bien fait attention à choisir les mêmes pots et le même terreau, c'est-à-dire pour être vraiment dans quelque chose D'accord. de similaire. Et pour la Mmh. partie stress nutritionnel, on avait choisi aussi le même substrat et la même taille de pot. D'accord, très bien. Merci Cécile. Je veux qu'on continue les questions. L'effet d'un biostimulant peut être plus souvent marqué en conditions contrôlées par rapport au champ. Que préconisez-vous sur les dispositifs expérimentaux? Par exemple, le nombre de RPS, la taille des parcelles, heu, Répétition, taille de parcelle. c'est ça, voilà, c'est ça. Donc que préconisez-vous sur les dispositifs expérimentaux et le degré de significativité en conditions contrôlées par rapport au champ, afin d'affirmer un effet avec un certain degré de confiance? Je peux répéter la question. C'est assez long, Alors cela dit sur, aussi. j'allais dire, on n'en est pas au stade de la préconisation, très clairement. Là, on va, j'allais dire, apporter plutôt, le retour d'expérience, qu'on a pu aussi avoir, dans le projet. Donc sur la partie en conditions contrôlées, on était parti sur 4 reps, donc 4 pots, hein, par, modalité, excusez-moi. Donc après, avec une randomisation à l'intérieur, bien évidemment, de la serre parce qu'on sait très bien que les conditions d'ambiance sont quand même pas identiques partout. Donc voilà, on avait ce fait-là. On avait aussi fait le choix dans nos pots, en fait, d'avoir plusieurs, plantes de colza au départ et on en a retenu Mmh. que 2 à la fin. Voilà. On a essayé d'avoir des plantes qui étaient le plus homogène possible, hein, très clairement, parce que si on a déjà le problème des biostimulants, c'est que les effets qui vont être visibles vont être quand même relativement ténus. Donc si on induit en plus du bruit par une variabilité sur les plants, là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Voilà. Très bien, Donc merci. pour la partie au champ, alors nous, on a essayé pendant plusieurs années donc des expérimentations sur des essais à 6 reps et on est sur des parcelles qui font au moins 30 mètres carrés. Sauf qu'en fait, on s'est retrouvé bien souvent à faire des parcelles de 45 à 60 mètres carrés parce que, bah, forcément, quand vous évaluez l'impact, d'un biostimulant sur la croissance ou sur la nutrition, vous faites des prélèvements qui sont des prélèvements destructeurs et on avait besoin de se réserver une zone
voilà, intact pour tout ce qui était mesure du rendement, puisqu'on allait toujours à cette étape-là. Et ce que ça a pu nous donner, c'est que nous, on avait quand même un set de biostimulants testés qui était quand même assez élevé et on se retrouvait avec une variabilité sur l'essai qui était importante parce que tout simplement, on finissait par couvrir des zones en fait de parcelles qui étaient énormes, donc avec une variabilité de sol qui était assez importante. Donc ça nous pose la question aujourd'hui d'aller jusqu'à 6 répétitions, sachant qu'en tout cas dans nos essais, ça nous a pas permis de mettre davantage en évidence d'effets. Voilà. Parfait. Donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile. Alors, il y a une précision sur les normes Biostim européennes dont on a parlé au tout début des questions. Alors, il s'agit de normes européennes, donc la personne qui a posé la question. Je parle de normes européennes qui étaient en cours d'évaluation avec le règlement Europe UO 2019-1009, qui doivent être utilisées pour évaluer un biostimulant. Voilà, pour info. Alors, j'allais dire aujourd'hui, en tout cas, les normes, elles sont sorties donc en 2024. Donc, quand nous, on travaillait avec le groupe d'experts, on ne les avait pas encore. Donc, aujourd'hui, il y aura un travail pour voir si en effet elles sont cohérentes. Ouais. On avait quand même, j'allais dire, dans le panel d'experts, des gens qui suivaient l'élaboration de ces normes de près. Donc, on a essayé quand même d'être le plus raccord possible avec ce qu'on savait à l'époque. Oui, effectivement, il y a une personne qui a répondu en complément de la réponse de Cécile. Oui, la méthodologie utilisée couvre largement les normes européennes TS récemment publiées. On est dans les clous. Alors, on arrive à la fin des questions. Est-ce que vous faites référence à la pince du Alex? Non. Ok. Non, mais je le remettrai dans la conversation. Je suis désolée. Là, ça m'est sorti de la tête. J'arrive pas à me remettre Oui, non, non, dessus. mais c'est pas grave. Ok, et ben, je crois qu'on en a fini. Est-ce que s'il y a d'autres questions, il y a encore temps? Euh, Si, pardon, excusez-moi, ah, j'ai retrouvé le nom du. ah, Mais c'est parce que vous étiez pas loin. C'est le multiplex. Excusez-moi pour d'accord, oui, 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 c'est ça. L'appareil utilisé l'appareil, est un c'est le multiplex. multiplex. Toutes Oui, mes oui, excuses pour avoir ouais, j'ai mis du temps ah, à pas de retrouver mes souci. petits. Très bien, parfait. L'appareil utilisé est un multiplex. Il y a une personne qui vient de le rajouter également sur le fil de la Merci. conversation. Parfait, bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, également un lien avec la fiche qui est dédiée à ce projet. Et donc, vous pourrez retrouver le webinaire des Jeudis TI en replay également sur ce lien et sur notre site internet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation très complète et, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est un webinaire qui a beaucoup intéressé. On vous donne rendez-vous donc en 2025, le 16 janvier, pour parler de nos formations sur la diversification des cultures. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube et vous pouvez le liker, le partager sur vos réseaux. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Cécile. Et très bon après-midi et à très vite en 2025.